Nos ancêtres les Gaulois, on a tous l'impression de les connaître. Mais que savons-nous vraiment d'eux? On les a longtemps décrits bagarreurs, désordonnés, un peu rustres, alors que les récentes découvertes archéologiques nous en dressent un portrait tout à fait différent. Sur les traces du guerrier gaulois, direction Ribemont-sur-Ancre. Ici, les évocations de la Grande Guerre ponctuent le paysage. Mais vous allez le voir, ce n'est pas le seul conflit qui a laissé des traces. Je suis en Picardie, au milieu des champs de blé. Alors aujourd'hui, tout est calme et paisible, mais il faut s'imaginer que non loin d'ici, il y a plus de 2000 ans, a eu lieu une terrible bataille entre deux tribus gauloises. Cette bataille a laissé des traces, des armes, mais aussi des dizaines de milliers d'ossements qui sont actuellement étudiés par des archéologues non loin d'ici. Alors j'ai rendez-vous avec eux et on va se rendre compte que le Gaulois était un redoutable guerrier. C'est dans ce laboratoire que sont stockés les vestiges des guerriers gaulois retrouvés sous terre. Jannick Ricard est chirurgien. Il étudie dans leurs moindres détails tous ces éléments de squelette. Bonjour. Bonjour. C'est un gigantesque puzzle humain que vous avez autour de vous là. Oui, effectivement. Ce sont des os qui ont été découverts sur le site de Ribemont-sur-Ancre. C'est le lieu d'une bataille ou de plusieurs petites batailles, on ne sait pas. Au cours des fouilles, 23 000 ossements de Gaulois ont été retrouvés. Des Gaulois massacrés. Pour les archéologues, les traces répertoriées sur ces os ne laissent aucun doute. Les combats ont été d'une extrême violence. Ici, on voit très bien une entaille qui est très fine, avec un os qui a été sectionné très précisément. Donc là, il y a eu un coup de quelque chose. Probablement un coup d'épée. On voit très bien que le fil de la lame est très fin, qu'il devait être extrêmement aiguisé, parce qu'on voit très bien que la tranche est bien lisse, bien régulière. Il faut imaginer que les os sont recouverts de peau, recouverts de ligaments, parfois de muscles, et que ces traces imposent d'avoir une volonté, une robustesse dans l'application de ce coup. Ces guerriers gaulois avaient donc une corpulence d'athlète et étaient surentraînés. Ça aussi, ce sont les ossements qui nous le racontent. C'est un numérus. L'humérus, c'est ça. C'est l'os du bras, la partie supérieure du bras. Donc c'est un os qui, habituellement est relativement fin. Ouais. Mais là, on a parfois, ici, on voit cette zone assez creusée qui laisse supposer que l'insertion du muscle qu'il y avait à ce niveau-là était un muscle très puissant. Donc qu'est-ce que ça vous raconte, ça? Ça nous dit que c'est un monsieur qui a une musculature, ce qui correspond à nous, nos pectoraux, qui devait être assez costaud. Ici, j'ai des fémurs. Les fémurs, c'est un os de la cuisse, où on a vraiment... On voit des os qui sont très longs, ouais. Très robustes. On a cette ligne qui est derrière, là, qui témoigne d'insertion musculaire. Elle est fort marquée, très prononcée. Donc, on a des muscles des cuisses qui devaient être très puissants. En regardant de plus près ces ossements, les archéologues ont été capables de dresser le portrait robot du guerrier gaulois. Des hommes plutôt costauds, de belle stature, 1,73 m en moyenne. Certains pouvaient même atteindre 1,86 m. Des grands gabarits pour l'époque, qui dépassaient souvent la taille de leurs ennemis romains. Ces guerriers gaulois étaient sélectionnés pour leur physique, et les chefs de guerre leur imposaient une discipline de fer. Ils sont entraînés très tôt. Ils sont probablement sélectionnés sur leur capacité physique. Ils sont aussi probablement très bien nourris, puisqu'on n'a pas de signe de carence sur la communauté des os qu'on a à notre disposition. Et on sait à travers les textes antiques que c'était des hommes dont l'entraînement était suivi avec beaucoup de rigueur. Un auteur rapporte qu'ils avaient une ceinture en cuir et qu'on passait la ceinture autour du ventre, et quand ils avaient un peu trop d'embonpoint, ils étaient punis. Il y avait aussi une organisation clanique et il ne fallait pas faillir. C'est-à-dire que quand celui qui ordonnait la guerre décidait que celle-ci avait lieu, les hommes étaient appelés, le dernier arrivé était tué par ses copains. Les textes nous apprennent que les Gaulois sont des guerriers si efficaces que les autres peuples font appel à leur service. Ils deviennent des mercenaires très recherchés dès le IVe siècle. Ils se vendent contre de l'or au plus offrant.
D'abord pour différents adversaires qui s'affrontent en Italie. 2000 Gaulois combattent aussi aux côtés des Spartiates contre Thèbes. Ils se joignent également à l'armée du célèbre Hannibal pendant les guerres puniques. Enfin, certaines tribus gauloises se sont même engagées auprès de l'armée romaine. Ces Gaulois étaient aux côtés de César au moment de la conquête de la Gaule. Les guerriers gaulois sont un petit peu perçus dans l'Antiquité comme des kamikazes qui passent leur temps à s'exercer à la guerre. Ils disposent d'un équipement performant et leur courage vient du fait surtout de la manière de faire la guerre. On fait la guerre de manière totale en Gaule, on fait la guerre non pas pour les hommes mais pour les dieux. Et quand le guerrier gaulois se lance dans la bataille, il le fait à fond, il met sa vie en jeu, puisque même la mort est une manière d'accéder à l'honorabilité, accéder à l'au-delà, accéder à la table des dieux. Donc le guerrier gaulois se donne complètement au combat et ça le rend redoutablement efficace évidemment. Jannick Ricard m'emmène maintenant dans les réserves du laboratoire pour me montrer une autre découverte. Les archéologues ont trouvé parmi les squelettes des guerriers gaulois des ossements d'animaux. Justement, dans cette caisse, nous avons à notre disposition un os de cheval qui a été trouvé sur le site de Rimont, dans lequel les os humains étaient mélangés avec les os de chevaux. Donc si on retrouve des ossements de chevaux à côté des ossements de guerriers, ça veut dire que les guerriers gaulois étaient des cavaliers ? Les guerriers gaulois étaient des cavaliers redoutés d'ailleurs dans l'Antiquité, et ils vont utiliser largement les chevaux dans leur pratique de la guerre. Et les Gaulois attachaient une si grande importance à leur monture qu'il leur arrivait de les emporter avec eux, dans l'au-delà. En 2002, les archéologues font une découverte extraordinaire. Dans le Puy-de-Dôme, ils trouvent un tombeau dans lequel sont inhumés des cavaliers avec leurs chevaux. Il s'agit de 8 hommes, se tenant par l'épaule aux côtés de leur monture. De quel rituel s'agit-il ? De quelle bataille ? Les spécialistes n'ont pas réussi à trouver de réponse à ces questions. Mais cette sépulture confirme l'importance que les Gaulois attachaient à leurs chevaux. Mais alors, est-ce que c'était courant à l'époque de voir des guerriers à cheval ? On le verra, on le voit dans d'autres guerres, mais le guerrier gaulois avait la caractéristique, et c'est ce qui va probablement dérouter ses premiers adversaires, d'être des guerriers qui bougent beaucoup, qui se déplacent sur le lieu du combat, ils s'approchent des lignes, ils reculent, ils descendent de cheval, ils vont certainement combattre au corps à corps, ils remontent ensuite, leurs servants d'armes leur apportent les chevaux quand ils sont dans une situation critique. Donc ce n'étaient pas des guerriers immobiles qui attendaient l'ennemi comme la phalange grecque ou les légions romaines. Donc grâce à toutes ces explications, on constate que le guerrier gaulois était particulièrement performant, mais on va voir aussi qu'il était très doué pour impressionner son ennemi. Les guerriers gaulois étaient en effet passés maîtres dans l'art d'intimider leurs adversaires. Une tactique qui jouait un rôle fondamental sur le champ de bataille. Les archéologues en savent un peu plus depuis de récentes découvertes. Nous partons pour Le Mans, dans la Sarthe. Je suis sur le campus de l'université du Maine. Ici, une expérience inédite est menée. Des chercheurs tentent de reproduire l'une des tactiques favorites des guerriers gaulois. Et vous allez voir, ça risque de faire beaucoup de bruit. Le Mans acoustique. Voilà, c'est ici que j'ai rendez-vous, dans cette espèce de bunker. En fait, ça s'appelle une chambre sourde. 40 cm de mur de béton, le tout monté sur vérin hydraulique pour complètement isoler cette sorte de cabine acoustique. Et il paraît qu'à l'intérieur, le son est extraordinaire. Je vais voir. Derrière ces murs épais, je vais rejoindre un acousticien et un archéologue qui travaillent ensemble. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bienvenue dans la chambre sourde du laboratoire. Ah, c'est ça, une chambre sourde. Voilà, donc c'est une atmosphère un peu particulière, surtout la première fois. C'est une salle sans bruit parasite, hein, donc pour ça, il faut peut-être que je ferme quand même la porte. Une première porte et une deuxième porte
pour que la salle soit vraiment sans écho. Dans cette chambre sourde, calfeutrée de mousse du sol au plafond, l'archéologue Christophe Maniquet est venu tester une trompette de guerre gauloise, le carnyx. Il est ici. Je l'ai mis dans une couverture pour le protéger. Et donc, je vais vous dévoiler l'animal. Ah oui, quand vous parlez d'animal, je comprends, comprends ce que vous dites. Là, j'ai l'impression de voir un groin de cochon. C'est la caractéristique de ce genre de trompette, c'est-à-dire que le pavillon représente la gueule d'un animal grande ouverte, et le son qu'on émet au niveau de l'embouchure ressort ici par la bouche de l'animal. Alors, on peut la voir justement levée. Ça va être encore plus impressionnant, j'imagine. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc c'est un gigantesque instrument de musique. Et alors ça sert à quoi? Alors ça sert à participer au tumultus gallicus, au tumulte guerrier, lors de l'assaut. Il y avait ces trompettes comme ça, qui contribuaient à impressionner l'adversaire. Parce qu'en fait, on a les auteurs gréco-latins qui nous parlent de ces trompettes et qui parlent d'un son puissant, impressionnant, qui fait vibrer la forêt et le sol. Christophe Maniquet a réalisé cette copie de carnyx à partir de fragments retrouvés en fouille. Son objectif aujourd'hui, vérifier la variété des sons émis par cette reconstitution. Tu l'approches, on va essayer de faire passer ici, de manière à ce qu'il soit bien installé au niveau du capteur. Voilà, le mettre bien vertical. L'instrument est fixé sur un haut-parleur qui va émettre des sons de différentes fréquences. Le carnyx est relié à un ordinateur. On peut juste déplacer un peu le carnyx est parfaitement installé. Là, je pense qu'on peut faire la mesure. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous faites là exactement? Donc là, actuellement, nous avons placé le carnyx sur un dispositif de mesure, une sorte de sonde acoustique, qui est là en fait pour sonder les entrailles de l'instrument. Donc allons-y pour une mesure. Donc là, quelque part, je viens de sonder... Ah, c'était ça, ce drôle de bruit là? Voilà, donc je viens de sonder l'instrument. Ah, mais moi, je suis très déçue. Je m'attendais à un bruit. Vous m'aviez dit que le sol allait gronder, que les murs allaient trembler. C'est pas ça du tout qui s'est passé, en fait. Tout à fait. Donc là, ce sont des sons bien particuliers, avec un niveau très faible, mais suffisamment fort pour qu'on l'entende. Mais vous, ça vous permet d'apprendre quelque chose. Voilà. Vous arrivez à lire ce son. C'est ça? J'arrive ensuite à interpréter les résultats issus de la mesure que nous venons d'effectuer. D'accord. Le son du carnyx s'affiche sous forme de courbe, une série de fréquences. D'après leur amplitude, cette trompette n'est pas en mesure d'émettre des gammes de notes complètes. Il faudrait donc la rallonger de quelques centimètres. Pour Christophe Maniquet, c'est une révélation. Donc il vous manquerait éventuellement une pièce du puzzle, c'est ça? Il manquerait une pièce du puzzle. C'est une enquête là qui est en cours. Et ce qu'il y a, c'est que Joël a fait des tests en rajoutant virtuellement un bout par calcul un élément de 10 cm, et c'est vrai qu'il a une courbe harmonique qui est parfaite. Pas de doute, avec une trompette de guerre comme celle-ci, les Gaulois étaient capables d'impressionner leurs ennemis, mais aussi de jouer juste. Les archéologues se seraient donc trompés en reconstituant le carnyx. Effectivement, l'embouchure qu'on a montée sur cet instrument, donc la partie dans laquelle on souffle, n'appartient peut-être pas à cet instrument-là. On en a trouvé une, mais on n'est pas sûr de devoir l'associer à cette trompette-là. Et après comparaison avec d'autres tubes trouvés dans le dépôt gaulois, on a pu s'apercevoir qu'effectivement, on pouvait rajouter un élément de 11 cm d'E qui rentrerait en fait dans la logique de Joël et qui ferait en fait un instrument parfaitement harmonique. Grâce à l'acousticien, vous, archéologue, vous découvrez les multiples possibilités de cet instrument, c'est ça? Ah, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que Joël m'apprend aujourd'hui qu'avec cet instrument, on peut sortir toute une gamme de notes très harmoniques. Donc, sur le champ de bataille, donner des signaux de repli, d'attaque, voilà, divers ordres, en fait, avec des sonorités, des sons, des puissances très différentes, quoi. Les textes antiques racontent que les guerriers gaulois avaient aussi une drôle de façon de s'emparer du champ de bataille. En effet, certains guerriers combattaient nus, simplement protégés d'un tissu autour des hanches. Avec une tenue légère comme celle-ci, ils défiaient leurs ennemis en affirmant leur courage. Les guerriers gaulois portaient aussi leurs plus beaux bijoux en or au moment de la bataille, car dans leur croyance, l'or est sacré et les protège. Un accoutrement qui a contribué à faire d'eux des guerriers redoutés. Au moment d'entrer au combat, les armées gauloises déploient toute une mise en scène très
visuelle, très bruyante, alors qui est faite tout d'abord de cris de guerre qu'on pourrait comparer au haka des rugbyman, des peintures de guerre chatoyantes, des vêtements de guerre chatoyants, des bijoux étincelants. Il y a une forme de guerre psychologique qui vise à intimider l'adversaire et les Gaulois étaient passés maîtres en la matière. Ils ont beaucoup effrayé leurs adversaires. Et ce n'est pas tout. Les archéologues ont découvert une autre coutume impressionnante des guerriers gaulois. Ils tranchaient la tête de leurs adversaires. Ces crânes étaient le symbole de leur victoire. Ils les fixaient devant leur maison ou les conservaient dans des coffres avec de l'huile de cèdre. L'importance d'une famille se mesurait au nombre de ses trophées. Plus on avait de têtes, plus on était puissant. Donc pour le manipuler, ce carnix, il faut sortir au grand air, c'est ça? Voilà, tout à fait, il faut avoir de l'espace. Donc là, on imagine qu'on est sur un champ de bataille. On est sur un champ de bataille. Il y a deux tribus gauloises qui s'affrontent. Voilà, et on va tenter d'impressionner au maximum notre ennemi. D'accord. Alors, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Je pourrais me mettre nu, mais je vais éviter. On va éviter. Comment est-ce qu'on le manipulait alors, en fait, c'est une question qu'on s'est posée. C'est vrai qu'on avait des représentations, donc on sait qu'il fait au moins cette taille-là. Et donc après, c'est de savoir tenter les différentes possibilités pour en jouer. Soit on le tient comme ça, mais ça demande des contraintes mécaniques qui risquent de faire casser l'instrument. En plus, il possède une crête qui empêche de le poser au sol. La position comme ça n'est pas idéale parce qu'on a les mêmes contraintes. Donc finalement, on se retrouve dans une position qui est une position verticale. Donc ça, c'est le geste. Voilà, ça c'est le geste. C'est un geste qui n'est pas du tout fatigant. Donc voilà pour la position idéale. Ensuite, il faut voir le son qu'on veut en sortir. Là, je laisse la parole à Joël. Effectivement, je ne suis pas forcément familier de la tenue de cet instrument. Je peux m'en rendre compte, le son du carnix est très puissant. Grâce à lui, les guerriers devaient faire monter la pression sur le champ de bataille. Imaginez le vacarme quand les troupes gauloises en faisaient sonner plusieurs en même temps. J'ai tendance à penser qu'effectivement on avait plusieurs carnix côte à côte, que chacun était associé à une partie de l'armée auquel il pouvait donner des directives bien spécifiques. Et ce carnix devait rester hors du champ de bataille et donner les consignes que donnait le général qui pouvait se trouver à proximité. Vous voulez essayer? Oui, je veux bien. Ouais. Alors je vais vous le tenir comme ça sera peut-être plus facile. Alors, comme ça? Ouais, on essaye comme ça. Il faut souffler fort, Joël? Ce n'est pas qu'une question de souffle, c'est une question de faire vibrer les lèvres. Ah. Faire ce genre de geste. Imiter le bruit de la voiture. Ah oui. Ça vient. Je crois que je suis pas prête d'être une guerrière gauloise. Les Gaulois étaient donc de redoutables combattants. Mais vous allez le voir, ils ne ressemblaient pas vraiment à la caricature qu'on a longtemps fait d'eux. C'était, contrairement à ce que l'on croit, des hommes raffinés. Direction maintenant Marquion, dans le Nord-Pas-de-Calais. Me voici en pleine campagne, dans le Pas-de-Calais, sur un de ces chemins pavés typiques du nord de la France. Mais dans quelques années, ce site va disparaître sous les eaux du canal Seine-Nord. En attendant, les archéologues fouillent la terre. Et ici, justement, ils ont retrouvé des tombes gauloises qui contiennent des objets insolites. Il y a plus de 2000 ans, un village gaulois était installé ici. Les archéologues ont retrouvé des traces d'habitat, d'élevage, une forge et une centaine de sépultures qui appartenaient certainement à des guerriers gaulois. Bonjour. Bonjour. Ah oui. Voilà, ici vous avez une sépulture gauloise en cours de dégagement. Dans les tombes de ces Gaulois, les chercheurs ont mis au jour des poteries, du mobilier, des ossements rangés dans des sacs. Et certaines sépultures leur ont réservé de belles surprises.
Ici, par exemple, près du corps, on va pouvoir trouver des trousses de toilettes. Des trousses de toilettes de l'époque gauloise. Oui, je peux vous montrer ça tout de suite. C'est ici que vous cachez vos trésors. Alors ici, par exemple, vous avez ce qu'on appelle une paire de force. Qu'est-ce que c'est que ça, une paire de force? Paire de force, ce sont des ciseaux Ouais. qui permettent soit la tonte du mouton, Ouais. ou pour couper les cheveux. D'accord. Donc ça a été retrouvé dans la tombe d'un Gaulois. D'un tombe d'un Gaulois, Vous peut-être un disiez guerrier. Et là, on a une reconstitution qui nous permet de voir cet outil en action. Ça nous renseigne sur le soin qu'apporte le Gaulois, en règle générale, à sa chevelure. Car le Gaulois ne se contentait pas de se couper les cheveux. Il appréciait aussi les coiffures sophistiquées. On a 3 niveaux de coiffure, avec un bandeau en diadème, avec des petites mèches entrelacées, avec une coupe à l'arrière extrêmement à ras du cou, en 3 registres très différents, qui pouvaient être teints de plusieurs couleurs. Hein. Oui. On sait que le Gaulois... On connaissait déjà la teinture, oui. teinture de cheveux. Tout à fait. Certains Gaulois utilisent un lait de chaux qu'ils vont appliquer sur leurs cheveux. Et d'après les auteurs antiques, c'était pour essayer d'imiter, de se rapprocher le plus près de l'impression d'une crinière de cheval, quoi. Bon, voilà. Je vais vous montrer ça. Dans cette caisse, Gilles a une autre découverte étonnante à me montrer. Ah, voilà, c'est une lame, c'est un rasoir. C'est vraiment le rasoir typique du Gaulois. Ouais. Je vais vous montrer. Ah, là aussi, vous avez une reproduction. Une reproduction qui permet de mieux comprendre comment cela fonctionne. Hein, ça se tient comme ça, et il faut donc imaginer que l'on va, de cette façon, se couper la barbe. Quoi. Et on a même donc le troisième outil qui va permettre de faire les finitions, entre guillemets, la passe à épiler. C'est donc une trousse de toilette complète qui accompagnait ce guerrier jusque dans l'au-delà. Preuve de l'importance que le Gaulois portait à son apparence. Coiffé, rasé, épilé de près, c'est donc un homme soigné. Coquet, le Gaulois? Pourtant, l'histoire a longtemps véhiculé une toute autre image. En 1789, les révolutionnaires se cherchent des ancêtres plus républicains. Les Gaulois feront l'affaire. Ils les dépeignent simples, bagarreurs et travaillant la terre. Le régime de Vichy prend lui aussi les Gaulois en exemple, comme Vercingétorix à Alésia. Il faut savoir accepter la défaite avec dignité et laisser la place à une nouvelle civilisation. L'image du Gaulois gouailleur, moustachu, têtu, fera ensuite le bonheur des publicitaires. Et aujourd'hui encore, toute notre vision de nous-mêmes est contenue dans Astérix et Obélix. Le Gaulois est un ancêtre tout à fait idéal, puisque d'une part, il n'a pas laissé d'écrit, il est muet. Donc on peut lui faire dire, on peut façonner son image à notre image, c'est le premier point. Ensuite, c'est le plus ancien, c'est le premier occupant connu du territoire national. Donc il est perçu un petit peu comme le peuple primitif qui a donné naissance au peuple français actuel. Et puis enfin, ce peuple gaulois, il a une image certes négative chez les Grecs et les Romains, mais une image de guerrier courageux, de résistant à toutes les formes d'agression extérieure, toutes les formes d'impérialisme. Donc c'est un instrument idéal pour les pouvoirs politiques. Les sépultures gauloises ont encore d'autres secrets à me livrer. Alors c'est un objet, vous allez voir, c'est très petit. Alors là, je ne devine pas du tout ce que ça peut être. Alors c'est tout simplement un cure-oreille. Voilà, donc vous avez une petite barre avec cette petite cuvette qui permet de venir se nettoyer l'oreille. Et alors qu'est-ce que c'est que cet anneau qui est au bout? Alors oui, alors ce petit anneau permet d'accrocher 3 objets. Le cure-oreille, la pince à épiler, on l'a évoqué tout à l'heure, et le cure-ongle. Vous avez aussi des petites lames qui permettent de venir se nettoyer, se curer les ongles. Donc c'est un peu le couteau suisse gaulois, c'est ça? Couteau suisse en tout cas pour l'esthétique. Pour l'esthétique. Et enfin l'hygiène. On peut même parler d'hygiène. L'hygiène, on est On peut d'accord. même parler d'hygiène. L'ancêtre du coton-tige. En bronze. En bronze. Je vous le rends, c'est précieux. Oui, c'est fragile surtout. Aussi, ouais. L'archéologie nous le prouve, le guerrier gaulois n'était donc pas ce combattant hirsute et sauvage qu'on a longtemps imaginé. Le drame de ce peuple, c'est qu'il n'a laissé aucune trace écrite. On a donc oublié à quel point cette civilisation était raffinée et même admirée dans toute l'Europe.